Yo famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une agréable journée. Je vais faire ma prévision de la liste du coach Faye MS. Voilà, on va faire, moi j'ai fait une prévision, il va donner sa liste le 5 novembre. Donc les joueurs qui sont susceptibles d'être appelés, je vais faire cette liste. Voilà, on va pas tergiverser, on va tourner autour du pot. On commence par les gardiens. Je prends Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont. Défenseur, je vais prendre 5 ou 6 défenseurs. Voilà. Je vais prendre Agbadou, je vais prendre Kosonou, je vais prendre Ousmane Diomandé, Akma Clément, Evan Ndika. Le latéraux, je vais prendre Sengo, je vais prendre Gueladoui, je vais prendre Opiri, je vais prendre Conan. Maintenant, au milieu du terrain, je vais prendre 6 personnes. Je vais prendre Inao Olaï, je vais prendre Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, Parfait Giagon et Mao Dorgeles. Voilà. En attaque, je vais prendre 7 attaquants. Bazmoana Touré, Amad Diallo, Nicolas Pepe, Simon Adengra, Yann Diomandé, Beni Traoré et Evan Guesson. Voilà. Donc je vais m'expliquer. Pour les gardiens, ce sont des joueurs qui depuis l'habitude, hein, on va pas changer l'équipe qui gagne. Il y a Lafont qui est venu prendre la place de Badra. Donc il fait office de, comment on dit le mot là, d'ancien. Voilà, lui qui va conseiller les jeunes. Mohamed Koné, numéro 3 des éléphants. J'espère que ce rassemblement, il va, comment on appelle, il va jouer. Il va jouer au moins un match. Là, au moins, on va avoir au moins Mohamed Koné, sa première sélection. Yaya Fofana aussi, c'est le numéro 1. Voilà. Donc, on va pas trop parler pour les attaquants. Voilà. Maintenant, les latéraux, c'est retour à la normale, hein. Wilfried Sengo, de blessure, est-ce qu'il va être appelé? Est-ce qu'il est trop juste? On ne sait pas. Donc, peut-être il va se reposer vu qu'il est trop juste. Mais moi, je l'ai appelé. On ne sait jamais. Peut-être le coach va prendre Zori ou Zogbi. Voilà, Zori ou Zogbi, c'est parce que Wilfried Sengo revient de blessure. Si c'est trop juste pour lui, c'est ça. On a Gueladoui, le deuxième latéral droit. Ensuite, le côté latéral gauche, on a Operi, on a Conan. C'est vrai qu'il y a Hassan Kamara qui a délivré une passe décisive, mais bon, on connaît tous la hiérarchie du coach, hein. Voilà. Operi et Conan, ils font déjà l'affaire. Du coup, je vais pas trop durer là-dessus. Voilà. Maintenant, nos défenseurs. Parmi, j'ai pris 5 défenseurs. J'avais l'habitude de prendre 4 défenseurs. Mais bon, force de constater que on n'a pas beaucoup de gauchers. Donc, j'ai pris 5 défenseurs. Agbadou, Kosonou, Ousmane Diomandé, Akma Clément et Evan Ndika. Akma Clément qui va faire office de latéral gauche, on ne sait jamais, ou défenseur gauche. Voilà, donc c'est le remplaçant naturel d'Evan Ndika à son poste. Maintenant, sur le côté droit, c'est là on a Ousmane Diomandé, on a Odilon Kosonou et puis on a Emmanuel Agbadou. Voilà, Emmanuel Agbadou il traverse une mauvaise passe. On connaît tous l'entraîneur. Moi, en tant que Faye MS, comment si je vais préférer le prendre pour qu'il vienne regagner confiance parce qu'on aura vraiment besoin de lui lors de la CAN. On a Odilon Kosonou aussi qui est de retour. Les blessures se sont éloignées de lui. On croise les doigts. Pareil pour Ousmane Diomandé. Voilà, on espère que parmi ces deux matchs, Ousmane Diomandé va être aligné à la charnière centrale. On va le voir jouer. Voilà, mais s'il ne joue pas, il n'a qu'à prendre son mal en patience. On a tous vu ici Sengo être sur le banc, on a tous vu ici Seri être sur le banc, on a tous vu Kessier être sur le banc. Voilà, ils ont attendu leur moment et leur moment est arrivé en équipe nationale. Donc pas la peine de se, comment on dit, de se plaindre, de se morfondre. Son tout viendra. Voilà. Du coup, vous aurez j'ai pris 9 défenseurs. Conan, Operi, Sengo, Gela, Ndika, Akba, Diomandé, Kosonou et Agbadou. Je pense qu'ils feront l'affaire. Voilà. Maintenant, le milieu de terrain, j'ai pris 6 milieux de terrain. On a comme l'impression que le coach, il va faire un 3-4-3. Du coup, il n'a pas besoin de beaucoup de milieux. C'est pour ça qu'il a pris Inao Olaï, Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, Parfait Giagon, Jean-Philippe Bamin, Mao Dorgeles. Je vous explique pourquoi est-ce que j'ai pris Inao. Lui, c'est une pépite, hein. Voilà, c'est lui actuellement, c'est lui qui est son cacao en train de marcher actuellement. Lui et Yann Diomandé. Il va venir apprendre, voilà, il va venir apprendre l'entrejeu, il va venir, on va voir ce que ça va donner. On a Franck ici qui est le capitaine, l'indiscutable. On a Mao Dorgeles aussi qui est en train de faire une bonne saison à Braga. C'est vrai qu'il se blesse beaucoup, mais bon, on espère que les blessures vont s'éloigner de lui. On a Jean-Philippe Bamin aussi qui est en train de faire une superbe saison du côté de Metz. Ils ont gagné 2-0 contre Nantes la semaine passée et Jean-Philippe Bamin a une note de 8 sur Flash Score, Sofa Score, tout ce qui est score. Jean-Philippe Bamin a été impérial. En plus d'être milieu défensif, il peut jouer défenseur en tout cas.
ça va chauffer. Voilà. On a Parfait Gargon qui est de retour de blessure. Parfait Gargon aussi qui est un bon 10, un peu d'ici à Ahmed Junior Traoré. Il va nous donner d'autres aspects, quoi. Voilà, d'autres aspects techniques. Si on veut vraiment élever le niveau dans notre milieu de terrain, Parfait Gargon est là. Maintenant, on a Ibrahim Sangaré qui est un milieu défensif, qui est le remplaçant naturel. Je ne peux pas remplacer, c'est un titulaire indiscutable. Du coup, on aura besoin de son expérience pour les échéances, en fait. Voilà, des échéances. On va avoir des gens qui vont se contenter d'être le milieu défensif et on aura des gens qui vont se contenter de se projeter vers l'avant. Voilà, de toutes les façons, on cherchait notre N'Golo Kanté depuis longtemps. C'est vrai qu'on avait Raslan Kanté qui est côté de Troy et il y a Inao qui arrive. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, côté attaque, voilà, j'en ai pris 8 attaquants. Bazoumana Touré, Amad Diallo, Nicolas Pepe, Simon Denga, Yann Diomandé, Benny Traoré, Evan Guessant et Sébastien Haller. Bazoumana Touré, Monsieur Ballet, c'est comme ça on les appelle en Allemagne. Bazoumana Touré et Yann Diomandé. Les deux là, ils sont vraiment intéressants. Voilà, il peut délivrer les caviars, il peut jouer en fonction des ailiers. Avec eux, on peut changer de formation facilement. On peut passer en 4-4-2, en 3-4-3 ou en 4-3-3 facilement avec ce joueur. Pareil pour notre leader technique aussi, Amad Diallo, qui est le spécialiste des coups francs et des coups de pied arrêtés, qui va faire énormément du bien à notre équipe. Voilà, il était buteur la semaine passée, il va venir marquer les Arabes très bientôt. Pareil pour Nicolas Pepe, qui est en phase des doutes. Voilà, il est un peu dans les doutes, donc j'espère que il va venir en sélection. Il va se mettre, je dirais, il va se mettre dans la tête qu'il doit être bon. Voilà, il doit être bon. La manière de jouer à Villarreal, il doit être bon. Mais bon, s'il vient faire les bêtises encore, moi je dirais que c'est sa dernière chance. Hein. Voilà, sa dernière chance. Voilà, donc on n'est pas là pour s'amuser. Voilà. Yann Diomandé, c'est l'homme en feu du moment et le coach aura besoin de lui pour dynamiser l'attaque, pour décanter les moments difficiles. Voilà, lorsqu'on aura des défenses qui sont regroupées, Yann Diomandé, il aime les petits espaces. Du coup, ça va nous aider à gérer ces petits espaces et envoyer le boulet du pied gauche, du pied droit. Il est bon. Voilà. Benny Traoré, c'est qui est de retour après sa blessure, après son opération, qui est vraiment opérationnel. Il a commencé à marquer les buts. Benny Traoré aussi va apporter beaucoup de percussions dans notre équipe. Il peut jouer ailier, il peut jouer milieu offensif. Donc, vous voyez que offensivement, on commence à être bien. Voilà, on commence à être bien. Maintenant, le problème, c'est nos buteurs. Il faut que nos buteurs se mettent au travail parce que les ailiers vont commencer à faire le travail. On commence à avoir des ailiers qui ne sont pas trop personnels. Voilà, comme Nicolas Pepe. Excusez-moi pour ceux qui aiment Nicolas Pepe, mais je vais le dire, il est un peu personnel. Il faut qu'il pense aux attaquants. Voilà. Donc, Evan Guessant, qui a commencé à jouer, qui a marqué son premier but avec Aston Villa. Le remplaçant naturel de Haller, donc il est là, et puis aussi Sébastien Haller aussi, qui est là, lui aussi, qui va venir se donner plein de confiance. Voilà, ce sont des matchs amicaux. Maintenant, c'est à nous de bien jouer, voilà, de gagner. On va monter un classement FIFA. Voilà, donc c'est au coach maintenant de faire les tests, les différents tests pour voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, je sais pas pour ce que Fofana. Bon, vous-même vous savez, lorsqu'ils sont des petits matchs, les matchs amicaux, faut pas avoir fatigué la star, quoi. Faut que la star reste. J'ai pas pris Willy Boli. Willy Boli, c'est un ancien, mais on a, comment on appelle, Dylan Kousounou, qui est de retour. Donc, c'est un ancien, voilà. J'ai pas pris Zori, j'ai pas pris Zobé. Trêve de bavardage, les pros sont de retour. Du coup, eux, ils vont attendre le temps, voilà. Maintenant, en attaque, j'ai pas pris Crasso. C'est pas trop ça depuis le début de la saison. C'est comme s'il est devenu gardien numéro 2. J'ai pas pris, Bayo Vakoun, de retour de blessure. Bon, pour le moment, il y a Guisson qui fait l'affaire, Guisson depuis Pépé, avec Haller aussi, du coup, on va pas prendre beaucoup d'attaquants. Maintenant, les ailiers, il n'y a pas pour Bouga. C'est vrai que Bouga, actuellement, il est en forme. Mais bon, sur son côté là-bas, il y a des gens qui sont trop en forme. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui pensent de Wifriza, bon, j'ai dit que 32 ans, 33 ans, en 2025, il faut qu'ils laissent la place aux petits, ils vont faire valoir en équipe nationale. Pareil pour Siri Jean-Michel qui a 34 ans, il faut qu'il s'occupe à sa fin de carrière. Voilà, la relève est déjà assurée, donc on espère que tout va bien se passer avec cette équipe ivoirienne. Voilà, donc chers amis, c'est mon avis, c'est ma prévision pour la liste des faillis. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que c'est une bonne prévision. Écrivez en commentaire 7-6-10, 8-6-10, 9-6-10 ou 10-6-10 ou surtout 11-6-10. Voilà. Je rappelle que le mercredi, le coach va donner sa liste et aussi c'est mon anniversaire. Donc les debout, envoyez la des billets, là on va boire. Voilà. Donc on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.
Salut à tous. Dans 3 jours, notre MR Safari National va dévoiler sa liste pour les deux matchs amicaux que nous allons jouer en novembre contre donc l'Arabie Saoudite et Oman en préparation donc de la prochaine Coupe d'Afrique. Donc ça va arriver vite derrière, hein. Concrètement, on est à moins de 2 mois du Maroc. Comme on vous l'a dit, évidemment, MVP Foot sera bel et bien présent et on espère pouvoir faire plein d'entrevues, etc. Ça va vraiment être intéressant à suivre. Toujours est-il que là, donc là, évidemment, la machine à sélectionneur va bon train, hein. En Côte d'Ivoire, ça devient un sport national. On spécule, on réfléchit, on voudrait être assis à côté de Faye pour lui donner nos conseils. Mais évidemment, c'est lui à lui seul qui reste maître à bord. Vraiment, c'est pas un métier difficile. Ça, au contraire, plutôt, vraiment, c'est pas un métier facile. S'il voulait la simplicité, honnêtement, il aurait postulé pour être entraîneur de Nantes ou je sais pas quoi, il aspire là. Et je pense que c'est beaucoup plus simple d'être entraîneur de Nantes que d'être sélectionneur en Côte d'Ivoire. Déjà parce que les Ivoiriens sont exigeants, mais aussi et surtout parce qu'il y a un choix absolument énorme et c'est incroyable. Honnêtement, il y a déjà toujours eu un choix vraiment important, mais alors au cours des 2 derniers mois là, on a l'impression que tout explose. On n'a jamais vu autant d'Ivoiriens apparaître partout dans tous les championnats, notamment européens. Par exemple, oui, honnêtement, je connaissais pas du tout ce joueur. J'apprends que Ibrahim Diabaté est le meilleur buteur actuellement en exercice du championnat de Suède. Le gars a marqué depuis le début de la saison 18 buts, 5 passes et il a fait 5 passes décisives. Pareil, Chris Vedja, dont Pascal parlait récemment, en Suisse, c'est 12 buts, 2 passes décisives. On se dit, ça paraît évident que ces joueurs-là doivent être absolument sélectionnés. Je parle même pas des binationaux auxquels qu'on attend tous, hein, que ce soit Boni, que ce soit Kroupi, etc. Chacun s'illustre dans son championnat respectif et c'est pas des petits championnats. On parle de l'Italie et bien sûr de la première ligue pour Kroupi. On a des étoiles filantes ivoiriennes partout. Bazoumana Touré, Yann Diomandé émerveillent l'Allemagne. Ils n'ont même pas fini on a même pas fini de chanter leur nom qu'on voit Christina Oulay qui chamboule tout du côté de la Turquie, au point que les Turcs veulent lui donner la nationalité locale. Sans parler de l'équipe, par exemple, l'équipe de Strasbourg et sa colonie ivoirien, alors malgré la défaite d'aujourd'hui là contre Rennes, Strasbourg est vraiment la révélation de la saison actuellement en France et vraiment la colonie d'Ivoiriens amenée par Guéladoué, mais notamment avec le jeune Ouattara, ce sont vraiment des révélations. Et un joueur, notamment comme Ouattara, par exemple, je regardais son match tout à l'heure, il ferait un superbe piston dans l'équipe de l'équipe de Côte d'Ivoire. Moi, je le vois très bien, bien sûr assis sur le banc, mais en remplaçant de sur le côté droit, en milieu droit, par exemple à la place d'Amad Diallo, par exemple, dans le 4-4-2. Bref, tout ça pour dire donc que on le savait, hein, on le savait, la Côte d'Ivoire est l'une des toutes premières nationalités représentées dans le football européen. Et logiquement, on se retrouve donc avec un vivier absolument énorme. Et au moment de faire une liste de 23 joueurs, c'est sûr que les spéculations vont bon train, etc. Euh, et c'est, en fait, moi, c'est de ça que je voudrais parler. On aura 3 jours là pour faire la liste, pour proposer donc euh, une liste, la liste qui va être dévoilée mercredi. Donc on aura le temps d'en parler dans le détail. Mais moi, ce que je note là aujourd'hui, c'est que euh, on tombe dans l'excès inverse. Certains voudraient certains réclament même qu'on change absolument tout parce que on a des joueurs en forme, les joueurs en forme du moment doivent prendre la place. Donc, par exemple, notamment au milieu de terrain, pour certains, tout doit être absolument renouvelé. On doit virer donc les cadres en place et puis mettre les jeunes en forme à leur place. On est à 2 mois de la CAN, hein. Et pourtant, on attend par exemple qu'il faut absolument que Haller soit viré, que Adengra ne soit pas sélectionné, et à la place donc il faut mettre un nouvel avant-centre, il faut remplacer donc notre Adengra, etc. Moi, je pense que et tout ça au nom de la forme du moment. Et puis c'est légitime de parler de la forme du moment parce que Faye lui-même en a parlé justement. Et je pense que en fait le jour où il a parlé de ça comme étant un critère de sélection, il avait dit donc que son seul critère de sélection c'était la forme du moment. J'estime que Faye a fait une erreur de débutant. C'est un jeune entraîneur, c'est un jeune sélectionneur, et je pense qu'il a fait une erreur justement de jeune sélectionneur.
Je me rappelle à Paris, un joueur comme un entraîneur comme Ancelotti, par exemple, avait pour principe de ne jamais se justifier sur ses choix. Il mettait toujours les mêmes joueurs, les Verratti, les Thiago Motta, etc. On connaissait à l'avance, un mois à l'avance, 2 mois à l'avance, le 11 de Carlo Ancelotti. Et tant que Verratti n'était pas blessé, c'était impossible de voir un autre milieu. Tant que Thiago Motta n'était pas blessé, pareil, etc. Aujourd'hui encore, par exemple, toujours au PSG, un joueur comme un entraîneur comme Luis Enrique a un principe simple. Quand on lui parle de tactique, il répond en disant: vous ne pouvez pas comprendre. C'est invariable. Vous ne pouvez pas comprendre. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti. C'est le titre de ce documentaire, justement, qui parle en fait de Luis Enrique et de sa philosophie du foot. Et le documentaire s'appelle Vous ne pouvez pas comprendre. Euh, Jamais, donc, ces deux grands entraîneurs n'auraient commis l'erreur qu'a fait Faye en disant, en dévoilant, donc, en fait, ces critères de sélection. Pour une raison simple, c'est que, notamment pour une équipe nationale, il ne peut pas y avoir de critères de sélection établis à l'avance et qui seraient inchangeables. Ce n'est pas possible, c'est pas comme ça que se gère en fait une équipe nationale, tout simplement parce que en fait le foot de sélection ce n'est pas le foot de club. Une équipe nationale ne peut pas se gérer comme un club de football, comme une équipe de club de football. Et ça il l'a dit d'ailleurs, ça ne peut pas se gérer de la même manière parce que ne serait-ce que parce que euh, un entraîneur dans un club a son groupe de joueurs tous les jours et il peut travailler avec ce groupe-là. Il peut donc perfectionner les automatismes, etc. Donc, c'est pas un problème, en fait, d'aller chercher un jeune de centre de formation, bien un nouveau joueur, de l'intégrer du jour au lendemain, de sortir un cadre de l'équipe, etc. Un des cadres de l'équipe, ou même plusieurs cadres de l'équipe. On a vu aujourd'hui, par exemple, l'équipe de Rennes se passer de deux de ces joueurs les plus importants, c'est-à-dire Seko Fofana et Ludovic Blas, et faire son meilleur match de la saison. Pourquoi? Parce que même les remplaçants ont l'habitude de jouer avec le reste du groupe, et donc il y a des automatismes qui sont évidents. Dans une équipe nationale, c'est pas du tout la même logique. Je le disais la dernière fois, euh, une équipe nationale, elle se retrouve 5, 6, 7 fois elle joue une demi-douzaine de matchs par saison. C'est pas du tout les mêmes automatismes. Donc, en fait, vous pouvez pas les gérer de la même manière. Et vous êtes obligé, en fait, donc la logique, elle est pas au quotidien, elle est sur la longue période. Donc, vous devez avoir des cadres. C'est indispensable. Il faut qu'il y ait une équipe nationale, elle fonctionne encore plus qu'une équipe de club. Elle fonctionne avec des cadres. Et ces cadres-là, euh, ça ne peut pas se changer de cette manière. Et moi, je considère que après un an et demi sous Faé, quasiment 2 ans, aujourd'hui, en fait, on a une équipe en fait où il y a où l'essentiel en fait, notamment à 2 mois de la CAN, l'essentiel de l'équipe est connu. Elle est ficelée comme un bagage prêt à partir. Il y a que deux, trois, quatre éléments, deux, trois, enfin vraiment même moins de 5 détails en fait à, à modifier éventuellement. Mais sinon, en fait, le reste en fait est déjà cané. Et la forme du moment ne peut pas être un critère. Par exemple, là aujourd'hui, pour établir une liste pour mercredi, encore moins pour la CAN, parce qu'en fait, des fondamentaux sur lesquels en fait on ne peut pas qu'on ne peut pas modifier. Surtout quand on est dans une logique, quand on est dans une dynamique de victoire. Aujourd'hui, on a une très très bonne dynamique. On a fini la qualification la Coupe du Monde, par exemple, invaincu, etc. Et donc tout cela pour dire que le football de sélection ne se gère pas comme un foot de club, et on ne peut pas faire table rase comme ça ou décider de changer tout un compartiment. C'est absolument impossible. Euh, Dans l'histoire, quand vous regardez au cours des 20 dernières années, les clubs les grandes nations qui ont remporté des titres, les titres mondiaux, les titres continentaux, ce sont des équipes nationales qui, au contraire, ont basé leur succès sur la stabilité. Et dans cette stabilité-là, les entraîneurs étaient critiqués, mais ils sont restés en fait leurs acquis. Ils sont restés en fait solides sur cette stabilité-là, sur leurs fondamentaux, et c'est ce qui leur a permis de gagner. Moi, la seule équipe, encore et toujours que je vois, qui déroge à cette règle, qui n'a pas respecté cette règle et qui a quand même gagné et qui a gagné sur plusieurs années, c'est une nation qui est absolument exceptionnelle, mais ça ne peut être qu'une exception. Cette exception, c'est l'Espagne.
avant 2008, la sélection nationale espagnole était surnommée la sélection maldita, la sélection maudite, parce elle n'avait remporté aucun titre depuis 1964. C'est un peu le cas de l'Angleterre aujourd'hui. Et à cette époque, Luis Aragonés, un entraîneur qui était mais critiqué, avait décidé de rompre en fait avec l'ancienne génération parce qu'il estimait que enfin, il jouait comme des sénateurs, etc. Un peu ce qu'on reproche d'ailleurs souvent. Enfin, ce qu'on reprochait en tout cas avant la CAN à certains cadres de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc il a décidé donc de virer les Raoul, les Morientes, les Mendieta, ces immenses joueurs dont on se rappelle à l'époque. Et donc c'est Luis Aragonés qui avait installé donc la promotion des jeunes du Barça, donc les Xavi, les Iniesta, les Fabregas, les Piqué, etc. Et quelques stars du Real comme Ramos, Torres, etc. Et donc il met ça en place à partir de 2000, de 2008 et l'Angleterre écrase tout dans la planète du football entre 2008 et 2012. Ça a été un règne sans partage donc à partir de ce moment-là. Et ça a été le seul exemple, moi à mon avis, ça a été le seul exemple d'équipe nationale qui a fait une révolution sur une très très courte période. Ça s'est fait en moins d'un an on vire l'ancienne génération et on installe directement une nouvelle génération et cette nouvelle génération avec des jeunes joueurs se mettent à tout remporter, etc. C'est la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire du football. Et je dis que l'Espagne est une exception, mais en fait c'est pas tant une exception que ça parce que la logique de la stabilité pour une équipe nationale et comme étant une condition de victoire d'une équipe nationale, elle a été respectée même là aussi dans ce cas-là de l'Espagne parce que les joueurs, enfin, le bloc sur lequel s'est appuyé Luis Aragonés pour remporter tous ces titres, en fait, l'équipe d'Espagne, en fait, était quasiment une équipe bis du Barça. Le noyau dur du Barça se retrouvait donc en sélection. C'est des joueurs qui avaient l'habitude de jouer ensemble tous les jours. Et en fait, c'est comme si le Barça en fait débarquait en fait en Coupe du Monde par exemple, et puis se mettait à jouer en Coupe du Monde. Donc, donc en fait, c'est pas vraiment un exemple qui contredit en fait ma thèse selon laquelle en fait pour pouvoir être performant dans le football de sélection en équipe nationale, il faut avoir une une stabilité dans l'ossature, etc. Parce qu'en fait même l'Espagne de cette époque en fait avait justement cette stabilité là puisque c'était les joueurs du Barça qui débarquaient en fait en club. Mais en tous les cas c'est l'unique exemple où une grande sélection nationale a pu remporter des titres en faisant donc ce type de révolution. Autrement, on a par exemple eu l'Allemagne, par exemple, qui est championne du monde en 2014 et qui avait donc tout changé plusieurs années auparavant. Mais justement, en fait, c'est 10 ans avant qu'ils avaient déjà tout changé, puis que ils préparaient en fait la nouvelle génération qui a triomphé en 2014. Donc c'est pas la même chose. Pareil pour la France. La France est championne du monde en 2018 avec donc de nouveaux joueurs, avec les Mbappé, etc. Mais en fait, le changement, il a lieu en 2010, à partir de 2010, à partir de Christina, là, du scandale, la Coupe du Monde terrible que la France avait faite en Afrique du Sud. Tous les joueurs, en fait, quasiment avaient été virés. Et à partir de 2010, le changement a commencé. Et la transition, en fait, s'est opérée avec Laurent Blanc, etc. Et c'est en 2018, donc, les résultats donc, de ce changement-là ont été récoltés. Donc, c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, tout ce que je dis, en fait, vise à affirmer que pour pouvoir remporter des titres au niveau international pour une équipe nationale, il faut absolument se baser sur la stabilité. Et d'ailleurs, à la différence de tous ces exemples-là que je donne, euh, nous ne sommes pas sur un constat d'échec. Toutes ces équipes-là, en fait, ont décidé de faire que ce soit l'Espagne, l'Allemagne, la France, etc., chacune à leur époque, ont décidé de faire la révolution parce qu'ils étaient en situation d'échec. La France, par exemple, en 2010, terrible constat d'échec, donc à Krishna, là, en Afrique du Sud, pareil pour l'Allemagne, pareil pour l'Espagne. La Côte d'Ivoire, au contraire, nous sommes champions d'Afrique. Donc, quand on remporte des titres, au contraire, il faut s'appuyer sur ses acquis. C'est pas le moment de faire la révolution. Au contraire, il faut tabler sur la stabilité et la continuité. Ça veut pas dire qu'il ne faut aucun changement. Ça veut pas dire qu'il faut pas s'améliorer, etc. Et se bonifier. Non, mais vraiment, il faut que la logique générale soit la continuité, la stabilité, plutôt que changer pour changer, parce qu'un joueur est en forme aujourd'hui, donc il faut virer tous les cadres. Il y a aucune raison de fonctionner comme ça. Donc, donc c'est un peu ça. Et
je pense que c'est encore plus vrai en Afrique. Prenez par exemple le cas du Maroc. Le Maroc aussi a fait une révolution. Le Maroc aussi avec Redragui, en 2000, je crois que c'est en 2022 que Redragui est nommé. Et ils étaient un peu dans le même cas justement que l'Espagne. Le Maroc est un pays qui n'avait absolument, d'ailleurs qui n'a toujours rien remporté depuis toujours, donc pour son équipe A. Et, euh, et qui en 2021 ou 2022 décide donc avec Redragui de virer Walid Elhodji et d'installer donc un entraîneur marocain. Et donc, quand il arrive, lui, il décide en fait pareil donc de changer de génération, de changer la génération, et puis donc d'installer en fait donc de s'appuyer en fait sur un nouveau groupe. Donc il avait des relations tendues, notamment avec Ziyech, avec Metraoui, etc. Et donc il décide donc de s'appuyer donc une nouvelle génération, de refonder complètement l'équipe. Donc il intègre des jeunes, on se rappelle de Amrabat par exemple, des jeunes et des moins jeunes. D'ailleurs, Bouffal, par exemple, c'était déjà un ancien, mais il avait quitté l'équipe nationale, il a remis, etc. Et donc il instaure donc une nouvelle philosophie donc dans son équipe. Et c'est ce qui c'est vrai que que le Maroc à ce niveau-là est une exception parce que malgré donc le fait donc qu'il y ait eu un changement quand même assez radical sur une courte période, ils arrivent quand même à aller assez loin en Coupe du Monde. Ils arrivent donc pour la première fois pour une équipe africaine en demi-finale de Coupe du Monde, mais ils remportent pas le titre. Moi, je parle pour moi, les équipes qui ont remporté les titres, ce sont des équipes qui ont joué sur la stabilité. Eux, ils créent la surprise, ça c'est vrai en Coupe du Monde. Mais honnêtement, je dirais que la Coupe du Monde est une compétition différente de la Coupe d'Afrique. La Coupe du Monde, en fait, il y a tellement d'équipes, il y a des équipes qu'on ne connaît pas, qui peuvent créer la surprise. Parce qu'en fait, précisément parce qu'on les connaît pas, on les sous-estime, etc. En Afrique, on se connaît tous. Le continent africain, justement, et la Coupe d'Afrique est devenue une compétition qui est très, 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 très dure à remporter parce que c'est une compétition où tout le monde se connaît. C'est une compétition où tout le monde se respecte, tout le monde se craint, et c'est très dur, notamment parmi les grandes nations. Encore une fois, les petites nations peuvent créer la surprise. Ça, c'est sûr. Il y a toujours d'ailleurs une surprise qui arrive et puis qui fait sensation, etc. Mais les grosses nations, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali même éventuellement, mais en tout cas le Nigeria, le Maroc, etc., l'Égypte, on se connaît entre nous, et c'est très très difficile avec une équipe qui n'est pas mature, qui n'est pas solide dans sa cohérence, dans son collectif. C'est très difficile pour une équipe justement de s'imposer euh, si justement elle n'a pas des acquis et des fondamentaux vraiment forts. Et c'est encore plus le cas pour une équipe championne en titre. Nous, on va débarquer donc par exemple, donc, je parlais du Maroc. Le Maroc a réussi avec sa nouvelle génération, ok, avec un groupe qui était quand même relativement neuf, qui avait peu d'expérience collective, etc. Ils ont réussi à faire une bonne Coupe du Monde, mais ils sont arrivés dans la Coupe d'Afrique juste après. Ils se sont écroulés. Ça a été un échec complet parce que justement la Coupe d'Afrique vraiment c'est pas du tout une compétition facile, bien au contraire. Et je vous dis même là en tout cas ça va être, moi je prétends que ça va être très difficile pour le Maroc à domicile de s'imposer avec la pression qu'il va y avoir, etc. Ça va être absolument incroyable. Mais pour la Côte d'Ivoire, honnêtement, ce sera pas simple parce que justement nous sommes l'équipe tenante du titre. Donc ça, on va plus que jamais être l'équipe à battre. Et c'est très très rare je crois que ça arrivait une seule fois en fait avec l'Égypte. C'est très, peut-être également avec le Cameroun au début des années 2000, mais c'est très rare qu'un tenant du titre puisse remporter en fait une CAN parce que vraiment et ça, c'est encore plus rare et c'est encore plus difficile aujourd'hui parce que justement les équipes se connaissent et vous êtes vraiment l'équipe à battre. Or, pour pouvoir surmonter ce défi, justement, il faut avoir une équipe d'expérience. Vous débarquez pas là avec une moitié par exemple on pourrait avec le vivier qu'on a aujourd'hui, on pourrait avoir même au moins un bon tiers de l'équipe complètement renouvelé. Si on veut, là, il n'y a aucun problème. On peut mettre les Ouattara, les Dorgelès, les Baba Diomandé, Inao, Yann Diomandé. C'est pas un problème. Sur 23 joueurs, là, on peut même mettre la moitié de l'équipe totalement renouvelée avec des jeunes fringants, etc. En défense centrale, même, on a un petit là je crois, qui est à Stuttgart et qui est très bon, qui est titulaire à 21 ans. C'est très rare. Je crois même qu'il est plus jeune que ça. Donc on peut à tous les postes et dans tous les compartiments faire un renouvellement complet.
Il y a pas de problème. À Rennes, je voyais jouer le petit Meïté, là, un avant-centre pareil, de la même taille que Haller, pourquoi pas? Il joue à Rennes, donc il est souvent titulaire. Donc il a de mémoire, il a 18 ans aujourd'hui. Pourquoi ne pas si on arrive à le convaincre, parce que c'est un binational, mais pourquoi ne pas, on peut en faire un titulaire? Ou alors on peut aller chercher effectivement le, euh, comment, que ce soit Ibrahim Diabaté par exemple, donc le meilleur buteur du championnat de Suède, et puis on décide de remplacer à l'heure avec Ibrahim Diabaté ou avec Chris Bedia, etc. Des, des joueurs en fait qui sont soit nouveaux, soit qui n'ont pas joué avec l'équipe nationale depuis des années et des années. Honnêtement, on se fourvoierait en faisant ça. Ce serait une grave erreur parce que, notamment en Afrique, la Coupe d'Afrique se gagne à l'expérience. La Coupe d'Afrique se gagne à l'expérience et en particulier quand elle est organisée en Afrique du Nord, avec la pression que les Marocains vont mettre, etc. Vraiment, il faut un groupe expérimenté. Et on a un groupe expérimenté qui se connaît depuis maintenant plusieurs années, qui a remporté la CAN ensemble, etc. Je pense que Faye a quand même assez bien géré l'introduction progressive d'éléments nouveaux, etc. Mais c'est toujours le même corpus. Et c'est avec ça qu'on va gagner. Moi, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment le point que je veux mettre donc aujourd'hui. Euh, c'est vraiment en s'appuyant sur nos acquis. On a un groupe de 23, de 23 joueurs, de 25 joueurs. Euh, je considère que 80% est connu. 80% c'est déjà ficelé, c'est déjà canné. Dedans, je mets notamment les cadres et notamment, je considère que même un joueur comme, et pourtant j'ai des reproches à lui faire, mais même un joueur comme Seko Fofana doit absolument être dans le groupe. La question ne se pose même pas, jamais, en aucune manière. Je, je considère que Seko Fofana devrait être hors du groupe. Et je parle même pas des Sangaré, etc. Parce que la forme du moment n'est pas le seul critère. Évidemment, il faut que les joueurs soient en forme, qu'ils soient aptes physiquement à jouer, mais et qu'ils soient quand même performants. Et je considère qu'un joueur qui est assis sur le banc en club, c'est un joueur qui est prêt à jouer, donc en fait il est en jambes physiquement, etc. Donc la question ne se pose pas. Je parle pas de faire venir des joueurs qui n'ont pas de club ou par exemple un joueur comme Seri par exemple, il vient de reprendre la compétition. Moi, c'est un joueur que j'adore et que je considère comme étant un pilier du football de Faé, mais il faut reconnaître que les délais sont très très courts. Là, il vient tout juste de reprendre la compétition. Alors c'est vrai que Conan nous a démontré que pour un athlète exceptionnel, il était possible de revenir très 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 vite. Seri n'a pas le même âge. Je pense que ça va être très dur pour lui de revenir en fait à un niveau satisfaisant. Mais on a d'autres cadres et donc on peut éventuellement se passer de série. Je considère pas que série faut qu'il faille absolument que série soit là. Et donc par exemple un Christinao Oulai, moi je pense que c'est le série de l'avenir. Et donc j'espère que Christinao Oulai pourra avoir sa place. Mais je pense que la question aujourd'hui, c'est pas de savoir quel jeune va venir prendre la place d'un ancien. Moi je pense qu'il y a peut-être dans le groupe là peut-être 4 places disponibles. Euh, et dans les 4 places là, il y en a deux qui sont réservées à Yann Diomandé et à Bazoumana Touré. Dans les deux autres, il faut que les jeunes comme Inao, Oulai donc, Dorgelès, etc., se battent pour pouvoir avoir en fait ces places-là. Mais c'est évident que tous les petits jeunes là, donc que ce soit Christina Oulai, que ce soit Ouattara, que ce soit Dorgelès, même je mettrais même Baba Diomandé dedans. Ces petits jeunes-là, au moins la moitié ne sera pas là pour la CAN. Faut que chacun se mette ça en tête parce que les places sont déjà réglées. Il y a vraiment qu'une infime, une infime minorité, une infime poignée de places qui vont être disponibles. Les jeunes devront se battre entre eux pour pouvoir les avoir. Mais les cadres de l'effectif, et je mets Adingra dans les cadres de l'effectif, et bien sûr à l'heure, etc. À l'heure, pour moi, c'est un pion essentiel du 4-3-3 de Faé. Je tiens à rappeler que Boni n'est pas encore dans la sélection, hein. Euh, et donc, à l'heure, en dépit du fait qu'il ne marque pas, mais il joue, par contre, honnêtement, à l'heure joue ses matchs. C'est vrai qu'il ne marque pas, mais c'est un pion essentiel. C'est pas une question de fétiche ou quoi. C'est un pion essentiel et c'est pas à 2 mois, à moins de 2 mois de la CAN. Moi, je considère que c'est pas à moins de 2 mois de la CAN qu'on va changer des joueurs aussi importants que l'avancante titulaire. Donc voilà, c'était mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. On va pouvoir faire la liste très bientôt et puis faire donc une proposition de liste très bientôt et puis on aura le temps d'en débattre. Ceci dit, on est tous derrière les éléphants, allez les éléphants. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne.